Je dirais d'abord merci beaucoup pour cette invitation, d'autant plus que je pense, comme vous, évidemment, que ce sont des enjeux politiques et stratégiques à la fois essentiels et je dirais très nouveaux pour toute la gauche en réalité. Alors, en fait, on a échangé un petit peu, Alexis, avant de venir, donc j'avais pensé partir aussi des différents plans, comme il prévoyait de le faire, donc j'ai pensé de procéder autrement, et d'essayer en m'adaptant à ce qu'il a dit aussi oralement, d'essayer de faire en sorte qu'on arrive à cerner, sans les cristalliser comme des obstacles insurmontables, mais quelles sont les divergences principales qui apparaissent, et en commençant par quels sont les points sur lesquels on pourrait effectivement être d'accord et converger. Donc c'est un petit peu autour de ça que je voudrais intervenir, donc peut-être en trois points, ce qui me semble devrait pouvoir être une narration, un discours, une analyse commune des forces progressistes au niveau européen, avec quelques nuances sur ce qui a été dit par rapport à Alexis, mais qui ne pose pas de problème majeur. Deuxième point, là où il y a les nœuds politico-stratégiques, et puis une zone d'incertitude que je pense importante de maintenir. Alors, d'abord, moi j'adhère personnellement, mais disons à un diagnostic exprimé largement par Alexis. Je pense que c'est en fait très partagé. Tu as dit au début que la perception de l'Union européenne avait beaucoup évolué, y compris, je pense, parmi ceux que tu as cités. Je pense que le point de divergence n'est pas, je pense, maintenant, dans une présentation qui serait apologétique de ce qu'est l'Union européenne. Je pense qu'il y a une... Alors, tu as dit tout à l'heure, il n'y a pas tellement de choses nouvelles, c'est la perception. Je pense qu'en réalité, il y a... Tu as à la fois raison et en même temps, je nuancerais, je pense, cette affirmation. Je veux dire par là, dans la construction, pour reprendre ta formulation aussi, la notion de construction européenne, je pense que c'est important d'ailleurs d'utiliser des mots qui soit un petit peu précis de ce qu'on veut désigner, de ne pas identifier une construction politique institutionnelle qui s'est traduite par la CE, puis est devenue l'Union européenne avec différentes phases, avec l'Europe. Voilà. Donc si je devais intituler donc, mon intervention pour indiquer un petit peu l'esprit dans lequel j'interviens, je dirais en finir avec l'Union européenne, pas avec l'Europe. Bon. Et ça, c'est le nœud pour moi du débat. Alors, mais en ce qui concerne donc cette construction européenne qui a abouti au moment des accords de Maastricht à l'Union européenne, il y a à la fois des éléments de continuité. Jamais ça n'a été une construction démocratique, jamais ça n'a été une construction populaire, jamais elle n'a eu pour finalité, quels que soient les grands discours sur l'appel au rapprochement des peuples, tu as évoqué ça, je pense qu'il faut quand même être aussi critique là-dessus. On est dans un contexte de guerre froide et on est dans un contexte où, au-delà des idéologies, ce qui s'est construit, c'est un ensemble institutionnel, plus ou moins technocratique, bourgeois, capitaliste incontestablement, et qui voulait tenir tête à ce qui se construisait en Europe de l'Est, pour le meilleur et pour le pire. Donc et alors, d'une part, donc moi, ce à quoi je n'adhère pas du tout, c'est justement à une vision linéaire et simpliste, disant, comme c'est bourgeois, que c'est antidémocratique, que c'est capitaliste, il n'y a pas de contradiction, et il n'y a pas d'évolution, et il n'y a pas, y compris à l'intérieur de ça, un certain nombre d'éléments qui font la spécificité de cette construction. Donc je pense qu'il y a des étapes, et notamment, donc, comme il faut être rapide, je pense qu'il y a deux tournants majeurs, outre le début de mise en place d'un système monétaire européen qui n'existait pas au début, dans un contexte de crise des années 70 au plan international, l'étape de l'unification allemande
qui est très important comme basculement dans les rapports de force et une radicalisation qui n'est pas seulement européenne, mais internationale, de ce que j'appellerais, d'autres le font aussi, disons, la guerre sociale qui a commencé à se mener au début des années 80 avec le tournant dit néolibéral. Ce tournant dit néolibéral, il y avait un programme de généralisation des privatisations, de marchandisation du monde et de la force de travail, mais ce programme qui continue à être mis en œuvre, il s'est radicalisé avec la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, avec un projet de plus jamais ça, qui veut éradiquer tout mouvement révolutionnaire et social dans le monde tel qu'il est. Ça, c'est un programme international des bourgeoisies au niveau européen. Au niveau européen, cet arrière-plan a connu d'autres phases, parce qu'il y a eu des élargissements de la construction européenne vers les pays du Sud qui sortaient des dictatures, et on ne pouvait pas les intégrer dans ce qu'était la CEE et devenue l'Union européenne en 91 sans leur offrir c'était de la propagande, mais ce n'était pas seulement de la propagande. On leur offrir un budget qui visait à l'époque à réduire les divergences de développement, c'était dans les années 80 encore, malgré le tournant néolibéral. C'était une promesse de modèle social, c'est une promesse de démocratie, et c'est une construction qui n'est pas réductible à une construction de libre concurrence. Ça n'est pas l'ALENA. Donc il y a un élément politique, il y a un parlement avec tous les éléments croupions et piégés sur lesquels nous pourrons très très vite nous mettre absolument d'accord, mais ça veut dire qu'il y a un élément politique qui permet que ce soit une scène politique sur laquelle les acteurs populaires sont absolument pas présents, justement. Les forces syndicales sont totalement carentes et intégrées. Donc il y a une vraie dissymétrie et une dominance dans cette scène politique des acteurs qui sont, disons, ceux qui représentent les intérêts des grandes firmes, des marchés, de la libre concurrence. Mais en même temps, il y a des États, d'une part, qui ont une longue histoire et qui ne peuvent pas être supprimés, qui ne seront pas supprimés, y compris les résistances sur le plan des questions nationales. Et puis, il y a eu donc différentes phases, dont, je répète, la chute du mur de Berlin qui a radicalisé complètement, en changement, y compris le programme de ce que cette construction européenne offrait aux nouveaux adhérents. Vers les pays du Sud, ça avait été une augmentation du budget et la non-destruction de l'État social, alors que vers les pays d'Europe de l'Est, c'est la destruction complète de tout ce qui pouvait rester, de tout ce qui pouvait incarner un État social, socialiste ou quoi que ce soit qui ait un rapport avec ça, et avec un rôle d'avant-garde, si je puis dire, entre guillemets, négatif qui est joué par les pays d'Europe de l'Est sur le dos des populations de ces pays-là pour jouer un dumping fiscal et social radical à l'échelle de cette construction européenne. Donc il y a quelque chose qui s'est radicalisé après 89 et qui s'est à nouveau radicalisé, contrairement à certains espoirs naïfs, mais qui avaient un certain sens quand même, avec la crise de 2007-2008. On ne peut pas dire que la crise de 2007-2008 à l'échelle internationale n'ait pas eu de conséquences. Elle était perçue et présentée comme quelque chose qui était de la profondeur de la crise des années 30. Et certains espéraient un New Deal keynésien, vert, etc., y compris au plan européen, etc. Et ce n'est pas du tout ça qu'on a. Et c'est sur ce diagnostic qu'il faut s'entendre. Après la crise, non seulement il n'y a pas un tournant en quoi que ce soit dans un sens néo-keynésien, vert, démocratique, etc., et c'est en ce sens que je rejoins totalement ce que dit Alexis, mais il y a au contraire une utilisation de la crise de la dette avec un verrou particulier, un vecteur particulier de la crise de la dette souveraine, de la crise des États de l'Union européenne, qui est elle-même due, outre aux politiques néolibérales, au sauvetage des banques privées. Et ce sauvetage qui a aggravé la crise publique, la crise de la dette publique, les financements publics et celle des banques,
Ce sauvetage des banques privées est utilisé, et la crise de la dette publique est utilisée pour radicaliser ce programme de guerre sociale sur le plan antidémocratique et antisocial. Donc je suis d'accord avec la conclusion d'Alexis. L'Union européenne telle qu'elle est un obstacle majeur. Ce qui s'est passé en Grèce se passera ailleurs, est un obstacle majeur à toute alternative progressiste. Mais le débat commence après. C'est-à-dire, alors, il commence un peu avant, au sens où, si on présente toute cette construction comme linéaire et sans contradiction, ça renforce une conclusion qui est, il faut en sortir point à la ligne. Et c'est ça la discussion. Est-ce que le fait d'avoir ce diagnostic commun sur le fait que si l'on veut développer des luttes progressistes, il faut remettre en cause, moi tu as dit certains traités et certaines institutions, moi je dirais tous les traités, toutes les institutions telles qu'elles sont, certaines on peut imaginer des transformations radicales, d'autres suppressions, d'autres des inventions, mais en tout cas il faut se confronter au noyau dur qui fondent les traités. Et dans le nouveau, dans les éléments nouveaux, je pense qu'il y a une radicalisation sur le plan institutionnel dans les dernières phases et que dans les 2 ans qui sont devant nous encore, il y aura encore des enjeux institutionnels, puisqu'il y a le programme en quelque sorte des 5 présidents, hein, les 4 présidents élus, Eurogroupe, Banque centrale, enfin élus, des institutions légales, pas élues, légales. Et puis, le président d'une institution totalement illégale, non seulement élu, non élu, mais illégale, qui est l'Eurogroupe, bon, et qui sont en train de concocter une cristallisation qui se voudrait beaucoup plus radicale encore, ce qui prouve qu'ils sont dans une situation qui n'est pas encore complètement stabilisée, hein, et qui supprimerait de façon légale le rôle des parlements nationaux, et y compris européens, qui conservent un droit de veto, par exemple, pour la signature des traités internationaux. Bon, donc des pouvoirs de blocage. Eh bien ça, ils veulent le supprimer. Et ils veulent le supprimer parce qu'ils veulent en même temps radicaliser le programme antisocial de cette Union européenne, et qu'on ne peut pas être démocratique quand on supprime tous les droits sociaux et qu'on traite la force de travail comme une marchandise qu'on peut jeter à la poubelle quand on trouve que ça ne fait pas assez de profit. Bon, donc, dans cette guerre sociale-là, on est, oui, dans un mouvement qui depuis 2007 s'est radicalisé dans un sens anti-démocratique et qui va encore se radicaliser. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut conclure de cela qu'il faut que la solution, c'est l'exit comme stratégie, l'exit partout, l'exit de l'euro, l'exit de l'Union européenne. Et ce que je soutiens, c'est que ça n'est pas parce qu'on pense, et je le pense comme probablement tout le monde ici, hein, que non seulement s'il faut penser notre Europe, ça sera une autre Europe qui remette en cause les traités tels qu'ils sont, mais qui remettent aussi en cause, évidemment, le système monétaire de l'Union européenne, donc l'Union économique et monétaire, donc l'euro comme monnaie unique, derrière laquelle, ce n'est pas la monnaie qui est toute seule. Derrière la monnaie, il y a la Banque centrale européenne et il y a tout le système des pactes monétaires, de la politique monétaire qui est appliquée. Donc, sortir et rompre avec ça, ce n'est pas simplement sortir de l'euro. Et alors, la question, pour moi, la question qui est posée, c'est existe-t-il un niveau stratégique européen qui s'est transformé depuis les années 2000, notamment avec l'euro? Et ma réponse est oui, sur plusieurs enjeux fondamentaux que je ne développerai pas et que vous connaissez bien, mais qui sont les uns européens, les autres pas seulement. Mais premièrement, l'enjeu de la crise écologique mondiale. Et il n'y a pas de niveau national pertinent pour exercer une capacité de résistance efficace sur ce plan-là. Il y a des traités, il y a des conférences européennes et il y a un niveau européen, y compris de conversion écologique des transports, etc., qui est pertinent. Donc il y a un enjeu européen sur le plan écologique, tant vis-à-vis de la signature des traités internationaux que sur le plan de la reconversion et des alternatives, qui est très important. Deuxièmement, les enjeux monétaires et financiers internationaux.
Je pense que là, il faut reprendre, c'est pour ça qu'il faut reprendre l'historique. Le système monétaire européen qui s'est mis en place dans les années 70, en 79, etc., il a connu une crise majeure juste au moment de l'accord de Maastricht, en 92. Et on ne comprend pas que la Banque centrale d'Allemagne ait renoncé au Deutschmark sans la compréhension à la fois historique de l'unification allemande et de la crise monétaire qui ravageait à ce moment-là le système monétaire européen basé sur une monnaie commune et différentes monnaies nationales, avec une spéculation massive et une impossibilité de faire front à ça. Donc l'enjeu, plus que l'euro, plus que la monnaie commune, etc., c'était quoi? C'était à partir de 86 la levée du contrôle d'échange. C'était l'ouverture à la libre circulation des capitaux, comme le dit Étienne Balibar dans un texte remarquable que je trouve meilleur que celui qu'on a publié dans ce recueil-là, écrit sur la Grèce, point de vue européen. Il dit... c'est ceux qui jouent le rôle d'un impérial en quelque sorte, d'une contrainte absolue, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'euro, c'est la libre circulation des capitaux, c'est le marché mondial, c'est la libre concurrence, c'est la financiarisation. Et c'est ça qui exerce ces contraintes avec des lobbies, avec des États pour les relayer, avec des institutions pour les relayer, sur tous les États, qu'ils soient membres de l'Euroland ou pas, y compris dans l'Union européenne. Bon. Et ce sont les critères de la libre concurrence de ces marchés, ce sont ces critères aussi financiers qui exercent leur rôle de contrainte tout à fait majeur. Donc, si vous voulez, je pense que par rapport aux différents enjeux, donc sur mes 5 dernières minutes, je dois aller vers la conclusion. Je pense que j'ai partagé un texte qui a été écrit avec notamment d'ailleurs Pierre Calfa qui aurait dû être là aussi. Que faire de l'Europe? Désobéir pour refonder. Désobéir pour refonder. Et j'ai envoyé une contribution dans ce texte-là que vous aurez sur la base, enfin qui développe un peu ce que je dis ici, avec comme thème central construire un espace alternatif, un espace politique européen dans, contre et hors de l'Union européenne, c'est-à-dire premièrement, de considérer qu'il y a effectivement un enjeu stratégique sur le plan à la fois écologique, sur le plan financier, sur le plan social. Si l'on veut combattre la concurrence générale, c'est pas le repli sur des taux de change monétaires pour être compétitifs qui nous permettent de sortir de la logique concurrentielle. Il faut rompre avec la logique concurrentielle. Il est plus facile de rompre avec la logique concurrentielle dans un espace européen intégré qui maintenant à la majorité de ces investissements directs, de ces échanges commerciaux entre pays européens, d'une part, qui d'autre part donc est plus protégé, y compris donc des flots mondiaux que chaque État séparé, et qui d'autre part a créé au plan politique un espace où il serait rationnel, parce qu'il n'a pas été créé comme espace de libre-échange. Il a été créé, même si c'est du discours, comme espace politique, comme espace de paix, comme espace de convergence. Et donc, nous devons pouvoir nous emparer de ces discours qui sont hypocrites et qui sont faux, qui sont des illusions, mais pour mettre à l'ordre du jour ce que Syriza disait au début de la ligne, au début de sa bataille, c'est-à-dire à la fois pas un sacrifice pour l'euro et pour toute autre monnaie, subordination de chaque monnaie à des enjeux écologiques et sociaux qui doivent être déterminés démocratiquement. Et deuxièmement, ce que disait y compris Tsipras avant de se soumettre à ce que je partage ton jugement négatif, c'est qu'il disait quelque chose qui était formidable et qui a donné un espoir pendant un petit moment. Il disait ce pourquoi se battent les Grecs. Ça n'est pas une question seulement grecque. Nous sommes confrontés aux mêmes traités européens, aux mêmes pactes de stabilité européens, aux mêmes institutions européennes et à de mêmes aspirations à construire une Europe sociale et démocratique. Alors, je termine. Un certain nombre de camarades, comme Cédric Durand, avec lequel je partage beaucoup de choses, ou comme Lordon, qui joue un rôle tout à fait avant-gardiste sur la place de la République,
disent explicitement aujourd'hui en finir avec l'Europe et pas simplement avec l'Union européenne. Ils disent l'internationalisme, aujourd'hui, c'est l'internationalisme il faut revenir sur les États-nations, la monnaie nationale comme verrou démocratique pour reconquérir une souveraineté, et à partir de là, on a des enjeux internationalistes, mais sans horizon stratégique européen. Et ça, je pense que c'est le débat. Personnellement, je pense que c'est faux. Ça ne veut pas dire, tu disais, pour la Grèce, est-ce que, confronté à un rapport de force à un moment donné, faut-il sortir? Pour le Portugal, faut-il sortir à un moment donné? Je suis contre l'essentialisation négative ou positive de l'euro. Et par conséquent, envisager toutes les solutions et se préparer à quelque chose à laquelle ni Varoufakis ni Tsipras étaient prêts, c'est-à-dire à une confrontation, à une guerre. Et pas à un débat fair-play avec des partenaires européens. Et donc, il fallait effectivement les mesures que tu as dites, que je partage, avec le CADTM et tout ça, sur les banques, sur le contrôle des capitaux, etc. Et je termine avec l'idée que même si, dans ce cas-là, et dans l'optique que je défends, on finit avec l'Union européenne, pas avec l'Europe, même si à un moment donné, je ne sais pas, on peut avoir des opinions différentes, il faut plutôt sortir, il faut plutôt rester dans un contexte concret. Premièrement, le contexte compte. Je pense que si on sort sur la base d'une majorité de droite, d'extrême droite et xénophobe, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et c'est pourquoi le référendum en Grande-Bretagne est important. Il est, à mon avis, dominé par des forces de droite et d'extrême droite. Bon. Dire non dans ce cas-là, ça ne veut pas dire oui à l'Union européenne telle qu'elle est. Mais bon, on peut se trouver partagé. Moi, j'admets qu'on n'ait pas le même avis et qu'on n'ait pas la même, éventuellement, conclusion. Et qu'à un moment donné, que je sois d'accord ou pas, certains disent il faut sortir. Et bon. Mais on n'arrête pas pour autant la bataille européenne. C'est ça, on n'arrête pas pour autant la bataille européenne. C'est-à-dire, on essaye de créer une situation dans laquelle on bloque. Alors moi, autant je ne crois pas à la démocratisation des institutions européennes à 28, etc., autant je crois tout à fait possible une stratégie de blocage. Et précisément parce qu'y compris, il y a des droits de veto, il y a une nécessité d'unanimisme. Et donc on peut aussi bloquer un certain nombre de traités et on peut surtout renverser contre eux-mêmes les grands discours et s'emparer des aspirations, je dirais, démocratiques et sociales autour des biens communs, des services publics, d'enjeux concrets et pas l'euro qui est abstrait. Pour dire d'abord, et tu ne l'as pas évoqué, une stratégie d'austère exit, qui est aussi une des stratégies défendues par notamment donc 3 porte-paroles venant de France, de l'État espagnol et de Grèce. Bon, ça fait partie du débat. C'est pas la formulation du plan B parce que c'est pas l'idée d'abord on va négocier puis ensuite on se protège. Non, c'est l'idée en permanence contre une politique d'austérité. Les centres de gravité sont sociaux et démocratiques et on subordonne la bataille sur la monnaie et sur les institutions financières à ces objectifs mobilisateurs. Bon, j'arrête là.